Il a été porté à la tête de la municipalité du Lamentin à l'issue d'une brillante victoire en 2014. Il était l'homme politique en forme de la Guadeloupe. Aujourd'hui, il doit faire face à une véritable fronde de ceux qui protestent contre les augmentations d'impôts décidées par la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre. La défaite de Victorin Lurel aura-t-elle raison de ses ambitions politiques? Jocelyn Sapotille est l'invité de Réponse. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Réponse. Réponse, l'émission politique de la rédaction d'ATV Guadeloupe. Jocelyn Sapotille, maire de Lamentin et président de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre est notre invité. Bonsoir, Jocelyn Sapotille. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. Vous allez bien depuis la défaite de Victorin Lurel? Bien, vous savez, après une défaite, on est forcément mal. Mais après, on est un homme politique, on est là pour travailler, on se refait. Et aujourd'hui, on est parti sur les projets, on est emballé sur les projets, on y va, on a retroussé les manches et on travaille. Ce dimanche soir, là, vous avez eu des larmes? Ce dimanche soir-là, j'étais très triste. Mais vous avez pleuré? J'ai été très triste. Je n'ai pas pleuré, mais j'étais très touché, très triste, parce que, bien sûr, on a mené ce combat, on a bien travaillé, on avait un bilan, on est fiers jusqu'à maintenant de ce bilan-là, parce qu'on estime que c'est un bon bilan, on a bien travaillé, mais bon, le peuple a choisi, on l'a accepté. Alors, au Lamentin, vous avez l'habitude de faire voter les morts, d'acheter des voix, des choses comme ça. Qu'allez-vous faire de tous ces jeunes qui avaient été recrutés par votre prédécesseur entre les deux tours des élections municipales? Ça, voter les morts, tout ça, moi je ne suis pas au courant, je vous entends dire ça. Il y a des jeunes, oui, qui ont été recrutés par mon prédécesseur. Il y en a qui sont toujours d'ailleurs embauchés en grande majorité, qui sont toujours là. Nous avons dit pas de chasse aux sorcières. Vous les avez gardés comme matelas électoral? Non, nous les avons gardés parce qu'il y en a parmi eux qui ont des compétences et qui peuvent servir à la commune. Donc, bien sûr, au cas par cas, nous traitons la situation. Quelle est la situation budgétaire de Lamentin? Une situation tendue. Tendue. Très, très, très tendue, puisque... Mais José Toribio avait commencé à faire baisser l'encours de la dette. Non, ce n'est pas une question d'encours. Il était passé de 13 millions à 11 millions, un endettement de 737 €, je crois, par Lamentinois. Non, et le problème, ce n'est pas l'encours de la dette. Au niveau de la dette, nous ne sommes pas en mauvaise position, en mauvaise posture. La difficulté, c'était la tendance qui était une tendance déficitaire. C'est-à-dire que 2013... 400 000 € de déficit sur l'exercice, donc 800 000 € pardon, en 2013, que nous avons ramené en 2014 à 400 000 €, et nous pensons bien, cette année-ci, retrouver l'équilibre. Avec des écritures sincères? Avec des écritures sincères. Et sur des recettes juridiquement certaines? Ah oui, mais je vous parle de compte administratif. Je ne vous parle pas de budget, là. Hein. Non, mais on est dans la préparation du budget non, 2016. Mais moi, je vous parle de compte administratif. Le budget primitif. Oui, mais je vous parle de compte administratif. Bon, ceci dit, tendu. Pourquoi tendu? Parce que je dois encore régler un passif. J'ai trouvé une commune avec un certain nombre de litiges du SIAG, qu'il fallait régler et que j'ai réglé. Océan Lise, pour les lampadaires, que je vais devoir régler. Un passif aussi envers la CEMAG, de plus d'1 million d'euros, que je vais devoir régler. Donc j'ai un passif d'environ 3 millions d'euros que je dois absorber. Mais nous travaillons et nous allons absorber ce passif-là. Bien sûr qu'il retarde quand même l'avancée des projets qu'il fallait mettre en œuvre pour Lamentin. Une situation pour l'assainissement qui est quand même difficile. Nous allons revenir sur tous ces sujets au cours de notre émission de ce soir, mais nous allons passer en revue la semaine. Je vous inviterai à regarder avec moi un certain nombre de sujets qui nous permettront de recueillir vos commentaires. La récolte a commencé d'ailleurs au Lamentin qui est un deuxième ou troisième bassin canier de... Basse-Terre. Deuxième bassin canier de la Guadeloupe, enfin Nord-Basse-Terre, deuxième bassin canier de la Guadeloupe. Alors, je vous invite à regarder ce reportage de la rédaction d'ATV sur cette période qui rythme la vie économique de la Guadeloupe et après nous reviendrons en plateau pour en parler. La Coupe de la Canne, un moment important pour les planteurs après une année pleine de difficultés. Cette année, je crois que ce sera assez difficile au niveau rendement, parce que vu la sécheresse qu'on a subie l'année dernière,
ça a eu beaucoup de répercussions sur la croissance des cannes et qui dit croissance du rendement. Bon, cette année, je ne sais pas, on va voir ce qu'on a perdu en rendement, si on peut le rattraper sur la richesse. Bon, c'est là que je m'appuie un peu pour pouvoir compenser mes revenus. Avant la récolte, l'ordre de coupe des parcelles a été prédéfini. Il y a ce qu'on appelle un planning de coupe. Alors dans l'ordre de coupe, on a en premier viennent ce qu'on appelle les grandes cultures, c'est-à-dire c'est des cannes, des plantations de N-2 qui ont 12-18 mois, qui n'ont pas pu être coupées l'année précédente parce qu'elles étaient trop jeunes. Donc ces cannes qui ont 12-18 mois, ce sont les premières qui vont être coupées, des grandes cultures. Ensuite, nous avons les cannes rejetons en fonction de leur âge de maturité. Et en dernier, ce sont les jeunes plantations de l'année N-1 et en fonction de leur avancement qui seront coupées ou qui ne seront pas coupées, qui seront laissées soit pour les pépinières ou qui seront laissées pour la récolte prochaine en ce qu'on appelle des grandes cultures. À chaque récolte, un quota journalier est fixé pour les opérateurs de coupe. Dans le bassin Nord Grande Terre, nous avons environ 6 opérateurs qui travaillent sur des quotas journaliers en fonction du nombre de leur liste de clients ou d'adhérents si nous avons face à NONCUMA. Donc en fonction de la taille de cette liste, il y a un quota journalier qui est donné, 150 tonnes ou 180 tonnes ou 200 pour les plus grosses listes. Et donc chaque chantier doit couper le quota journalier qui lui est communiqué par la sucrerie. La coupe de la canne peut se faire mécaniquement ou manuellement selon la situation géographique de la parcelle. Nord Grande Terre, c'est un bassin qui est entièrement mécanisé à plus de 99%. Pour vous prendre un ordre de grandeur et d'exemple, l'an dernier, le bassin a envoyé 150 000 tonnes de canne à la sucrerie de Gardel. Sur ces 150 000 tonnes de canne, il n'y en avait que 1700 qui ont été coupées manuellement. Donc ça représente une très petite partie du volume de canne récoltée. C'est principalement de très petites parcelles ou des parcelles situées dans des endroits difficiles où les machines ne peuvent les atteindre. Les autres bassins ont des configurations différentes. Sur Marie-Galante par exemple, on a principalement de la coupe manuelle. Et la mécanisation est en train de s'enclencher, mais elle est à ses débuts. Sur le sud Grande Terre aussi, nous avons un bassin qui est très mécanisé et un bassin qui est moitié mécanisé et moitié manuel parce qu'en fait, vous avez des parcelles qui sont difficiles d'accès pour les machines, sous des pentes et des choses comme ça. Et donc, Basse-Terre, c'est aussi un bassin où on a encore beaucoup de coupes manuelles. 17 € par tonne, c'est le coût de la coupe et du transport de la canne pour les planteurs. 493 800 tonnes de canne devraient être coupées cette année. Reportage d'Yvan Lemar de la rédaction d'ATV Guadeloupe. Alors, Monsieur Zabotti, je vous ai vu regarder ce sujet avec beaucoup d'intérêt parce que vous êtes maire d'un bassin cannier. Oui, maire d'un bassin cannier et puis, comme on dit, comme beaucoup de Guadeloupéens, un évadé des champs de canne. Un évadé des champs de canne. Oui. Vous faites même de la poésie, ça. Eh bien, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je crois que c'est de Frantz Fanon, mais en tout cas, ça veut dire que nous sommes tous quand même issus de cela, de la canne. Et quand on regarde cela, on se rend compte effectivement que la canne reste, et particulièrement pour l'Amentin et pour le Nord-Basse-Terre, une activité encore très importante. Alors le fait que vous êtes un évadé de la terre qui s'occupe peu des quotas et des débouchés de l'industrie sucrière, puisque vraiment vous savez que les quotas vont être remis en cause 2017. Et il n'y a aucune réaction politique, aucune mobilisation politique parce que le marché n'est plus garanti. 2017, fini la garantie pour les quotas. Nous sommes en concurrence, bien sûr, avec Que d'autres va-t-on pays faire comme le Brésil, etc. Il faut trouver d'autres solutions. Bon, je vous dis, le sucre roux de la Guadeloupe, en principe, c'est un sucre qui devrait, en matière de concurrence, être bien placé, très concurrentiel. Même avec les coûts que nous avons aujourd'hui qui sont plus élevés qu'ailleurs? Si nous en faisons un produit de luxe, si nous avons cette capacité d'en faire un produit de luxe et de nous démarquer des autres et d'aller vers un produit à forte valeur ajoutée et demander pour les sucres spéciaux, nous avons un marché qui est potentiellement un marché que nous pouvons absorber. D'autant plus que ce n'est pas du volume qu'on demande là, mais c'est de la qualité qu'on demande. Nous sommes en capacité de faire ça. Et puis il y a d'autres dérivés de la canne, mais il y a énormément de dérivés, mais il ne faut pas se leurrer non plus. Avant de pouvoir mettre en place les transformations pour utiliser ces dérivés de la canne, on aura le temps de voir quelques agriculteurs mourir. Donc, à mon avis, la première des choses, c'est aller... Mourir, vous voulez dire
leur activité. Économiquement. Oui, économiquement. Donc la Je première pensais des que vous parliez du problème où il n'y avait pas de relève au fait. Il y a cela aussi. Mais aujourd'hui, vous savez, un planteur qui a 5, 6, voire 12 hectares, avec la mécanisation, peut gérer seul sa plantation. C'est la situation aujourd'hui avec la mécanisation. Et j'ai entendu, dans nos grandes terres, 99% mécanisables. Nous n'avons pas cette chance-là dans nos basses terres, mais nous avons quand même des terrains sur Lamentin, sur Sainte-Rose, qui sont fortement mécanisables. Tout ça pour vous dire que aller vers les sucres qui sont à forte valeur ajoutée, la transformation, et aller vers les sucres spéciaux, c'est à mon avis, une des voies principales. Et au-delà du discours, quelle est votre politique de préservation du foncier ? Eh bien, je peux vous dire que quand je suis arrivé, c'est la première des choses que j'ai faites. La première réunion dure que j'ai eue, enfin que mon premier adjoint a eue avec la CDCEA, qui est la Commission départementale de consommation des espaces agricoles, c'était justement de préparer notre PLU et compenser effectivement toutes les terres agricoles qui étaient menacées par la politique qu'avait prévue mon prédécesseur, une politique de logement social prévue par mon prédécesseur qui remettait Vous dire que José Toribio vendait carrément le Lamentin ? Il y avait des terres agricoles, oui, qui étaient... Il ne préservait pas les terres agricoles ? Qui n'étaient pas compensées, c'est-à-dire des terres agricoles où on allait construire, notamment à l'entrée du côté de Jola, notamment à l'entrée de Caillou, des terres agricoles où il y a des projets immobiliers sans compensation. Nous avons mis en place la compensation. Et pourquoi les maires aiment ce genre de projet immobilier? Parce que peut-être que ça aide à financer les campagnes électorales, c'est possible? Non, il ne s'agit pas de campagne électorale. Il faut urbaniser, il faut développer, il faut créer de l'activité, il faut créer de l'activité industrielle, il faut répondre aux besoins de logement des Guadeloupéens. Ça ne doit pas se faire au détriment de la production agricole. Et nous avons suffisamment de terres en Guadeloupe si on organise, si on réfléchit bien le territoire pour pouvoir effectivement organiser l'urbanisation. Vous n'avez plus d'usine, Grosse Montagne a fermé, ça fait longtemps, c'est une vieille histoire. Vous avez un gros bassin gagné. Qu'est-ce que vous faites pour désenclaver un petit peu le Lamentin? Les voies de communication sont un peu encombrées le matin, etc. C'est un handicap pour vous. J'ai presque envie de vous dire, poser la question au nouveau président du conseil régional. Oui, mais on pouvait poser la question à l'ancien aussi. Voilà, donc vous avez oublié de lui poser la question à l'ancien. Non, avec l'ancien, nous avons un projet. Je ne sais pas si ce projet. Oui. Je ne sais pas si ce projet sera mené à terme, qui est justement désenclaver cette zone-là par une 2 fois 2 voies qui partirait de Jola à Lamentin jusqu'à Bémao, à l'entrée de Destriland. Donc nous avons déjà ce projet-là, et celui-là est déjà fortement entamé. Et puis nous avons bien sûr la déviation de la Boucan qui permet de désenclaver toute la zone qui va de Déé jusqu'à Sainte-Rose et aller... Voilà. Je sais que vous vous intéressez aux questions énergétiques. L'usine géothermique de Bouillante a été vendue pour 85% de son capital à un groupe américain, un consortium international. On va voir si vous êtes partisan, favorable, à demi ou à fond de cette solution. Mais nous regardons le reportage de Linda Kayarsi sur ce dossier et on revient avec vous, M. Sapoti. Nous serions heureux de recueillir vos commentaires sur cette question. Pas de souci. Faute d'offres françaises crédibles, la société Géothermie Bouillante ouvre son capital à une entreprise privée, Ormat Technologies, le leader mondial américain de l'industrie géothermique. Nous avons observé que c'était la meilleure solution pour nous. D'une part, parce que je l'ai déjà dit, c'était un grand professionnel et nous souhaitions que cette affaire soit reprise par un grand professionnel. D'autre part, c'est un professionnel qui a des moyens financiers avérés. Et puis, troisièmement, il ne vient pas ici pour conserver cette unité au niveau où elle est, mais il vient bel et bien pour développer et il en a pris l'engagement. Le dossier d'investissement américain s'élèverait à plus de 50 millions d'euros. Actuellement, la centrale de Bouillante produit 6% de l'énergie consommée en Guadeloupe. Le projet du nouvel actionnaire multiplierait par 3 la quantité d'énergie produite d'ici 2023, soit plus de 20% des besoins de la Guadeloupe. Nous, notre rôle dans vis-à-vis de Bouillante, ce sera d'acheter l'énergie qui sera produite à partir de la géothermie, parce que nous avons le rôle d'acheteur pour tous les producteurs qui fournissent de l'énergie sur le réseau en Guadeloupe. Et comme je l'ai dit et je le redis, avec pour nous le fait que nous sommes pour le développement de la géothermie parce que c'est une énergie renouvelable et stable.
En résumé, l'arrivée d'Ormat Technologies en Guadeloupe viserait au développement de la géothermie sur le territoire, mais aussi des retombées socio-économiques. Quand j'ai rencontré au mois de février 2016, un des dirigeants d'Ormat, à ce qu'on prenne en compte les conditions de vie des populations qui se situent autour de cette centrale. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'on préserve l'emploi existant. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que, sous prétexte qu'il y a un nouvel investisseur qui prend le pouvoir au sein de cette entreprise, qu'on puisse mettre en place des plans sociaux. Et puis enfin, j'ai demandé à ce que Bouillante, en tant qu'institution, ville, puisse bénéficier de la fameuse redevance sur l'exploitation de la géothermie qu'on réclame depuis plus de 20 ans. Pourtant, des voix s'élèvent contre la privatisation de la centrale géothermique de Bouillante. Nous voulons que la France arrête cette négociation qui sera définitive d'ici quelques semaines pour repenser une nouvelle convention. Nous voulons avoir une participation plus importante de telle sorte à protéger notre ressource et profiter de notre ressource pour relancer notre développement. Après un protocole d'accord début décembre 2015, les discussions se poursuivent entre direction de Géothermie Bouillante et Ormat Technologies. Restent les clauses suspensives à lever. Ormat pourrait prendre le contrôle et la direction de la centrale géothermique de Bouillante dès septembre 2016. Vous êtes maire de Bouillante, vous dites quoi? Je suis maire... Je sais que vous êtes maire du Lamentin, mais c'est une hypothèse. Voilà, vous êtes je suis maire de Lamentin. Je ne prendrai pas la place non, du pas maire du de tout. Bouillante. Je ne crois pas de prendre sa place. Par rapport à cet Je investissement. l'ai entendu, mais sur ça, je ferai preuve de réalisme. Et je dirais premièrement, dommage. Pourquoi les Français n'investissent pas là-dedans? Et dans une organisation, un consortium aussi avec des capitaux guadeloupéens. Et voir que, bien sûr, dans le Nord-Bastère, nous avons constitué une SEM Énergie. Si jamais on se retrouve dans une situation comme celle-là, et on est dans des situations où on a des porteurs de projets qui viennent sur le Nord-Bastère, et d'ailleurs nous avons des projets qui montent à peu près à 34 aujourd'hui mégawatts prévus sur le Nord-Bastère. Nous avons constitué une SEM Énergie, qui est la première SEM Énergie de la Guadeloupe, que nous avons constituée. Mais cette SEM pourrait, par exemple, prendre des participations dans Ormat, dans Géothermie Bouillante? Aujourd'hui, vous pourriez être aux côtés de non, les statuts de la SEM Énergie Nord-Bastère nous permettent d'agir sur le territoire du Nord-Bastère. C'est possible, mais on peut faire évoluer les statuts avec, bien sûr, ceux qui sont autour de la table. On n'a pas besoin de 10 000 SEM Énergie non plus en Guadeloupe. On n'en a pas besoin de 10 000, etc. En tout cas, à Nord-Bastère, nous sommes conscients que les énergies renouvelables, c'est l'avenir de demain. La Guadeloupe doit pouvoir couvrir ses besoins énergétiques. 70%, 100% demain, c'est une nécessité. Et aller vers les énergies renouvelables, c'est une nécessité et c'est une priorité pour nous dans le Nord-Bastère. D'ailleurs, à Lamentin, la nouvelle station de Ravenschaud a une petite unité de géothermie où nous transformons l'eau de Ravenschaud déjà en énergie pour produire du froid et pour climatiser le centre. Et demain, peut-être pour produire de l'électricité. Alors, vous allez pouvoir répondre à quel taux aux besoins de la population du Nord-Bastère avec votre programme d'investissement? Alors, le programme d'investissement qu'il y a bien sûr avec des partenaires privés sur les différents projets sur le Nord-Bastère en matière d'énergie renouvelable nous permettrait de couvrir totalement les besoins du Nord-Bastère dans 15, peut-être 20 ans. Mais totalement. Et c'est un programme qui est très ambitieux et nous pensons effectivement que le territoire en a besoin. Nous avons la chance par contre d'être sur un point du territoire où nous pouvons revendre de l'énergie. C'est un marché garanti. Voilà, à EDF sur un marché garanti. C'est un combat quand même, puisque je dis qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas la garantie du prix d'achat par EDF, nous sommes sur un projet qui est un projet à peu près de 5 à 6 mégawatts, transformer des déchets et transformer de la biomasse en énergie avec une nouvelle technologie qui est la technologie de la gazéification. Et nous attendons aujourd'hui que la garantie d'achat par EDF. Mais avec quel argent vous allez faire ça? Vous n'avez pas un sou au Lamentin? Non, ce n'est pas un projet lamentinois. C'est un projet. projet. En Bastère, il n'y a pas d'argent. C'est un projet du Nord-Bastère. Il n'y a pas d'argent. Non. Il n'y a pas d'argent à Sainte-Rose, il n'y a pas d'argent à Lamentin, il n'y a pas d'argent à Pointe-Noire, il n'y a pas d'argent. Si je vous dis aujourd'hui que les capitaux sont réunis pour ce projet. Ben, je l'apprends. Mais je suis heureux de l'apprendre. Voilà, les capitaux sont réunis pour ce projet. Puisque, et le fonctionnement? Pour le fonctionnement, les investissements? Pour les investissements. Oui. Capitaux réunis pour les investissements parce que nous avons mis autour de la table des acteurs qui sont des acteurs guadeloupéens et qui sont des acteurs français et qui sont aussi du secteur public comme du secteur privé et qui sont des professionnels à la fois de l'énergie
et à la fois du traitement des déchets et de l'environnement. Et tous ces acteurs ont mis leur bille. Et aujourd'hui, nous sommes sur un projet qui est porté par de l'investissement public à travers la SEM Énergie, mais à travers les fonds européens aussi, et à travers, bien sûr, un certain nombre d'actionnaires guadeloupéens et français. C'est votre action propre ou c'était déjà des projets qui étaient dans les tuyaux? Alors, quand je suis arrivé, j'ai trouvé effectivement cette volonté politique de mon prédécesseur de créer une SEM Énergie. Il faut remettre à César. Vous lui rendez hommage? Ah oui, bien sûr. Il avait cette volonté politique qui était affichée. Et moi, je suis arrivé avec ce projet, qui est ce projet, effectivement, d'aller plus loin et de porter concrètement la création de cette SEM Énergie à travers, bien sûr, cette usine de production d'électricité à partir de la biomasse et des déchets, mais aussi à travers l'éolien et à travers le photovoltaïque. Comme dirait un socialiste célèbre que vous connaissez, la semaine de l'industrie, c'est maintenant. C'est en ce moment, en Guadeloupe, la semaine de l'industrie. L'enjeu, sensibiliser les jeunes pour assurer la relève, car la grosse majorité des acteurs a plus de 50 ans dans ce secteur. La semaine de l'énergie, c'était sur ATV. Je recueillerai votre commentaire après ce reportage. D'abord, on commence par... Avec ses camarades du lycée professionnel Paul Lacavé de Capesterre-Bellot, David découvre cette entreprise de construction bois située à Jarry avec intérêt puisqu'il souhaite devenir charpentier. Ça nous apprend et ça nous fait voir ce qu'il y a. Après ma formation dans le lycée Paul Lacavé, j'irai chercher un travail. Une première visite qui ouvre la semaine de l'industrie et qui permet aux étudiants de se projeter plus facilement dans le monde du travail. Pour montrer aux élèves que le bois ne se limite pas qu'à la charpente, mais ça se limite aussi à l'utilisation des machines et une bonne connaissance en géométrie et trigonométrie, ce qui me permettra aussi d'être des bons charpentiers, puisque c'est un métier qui a de l'avenir, puisque lorsqu'on regarde, pratiquement toutes nos maisons en Guadeloupe sont réalisées à 50% en bois. Avec 4000 établissements, l'industrie est le troisième secteur économique en termes d'emploi. Elle représente 5,3% de la masse salariale. Un secteur qui, en Guadeloupe, a besoin de la relève. Dans l'industrie, la moyenne d'âge est assez élevée, puisque, comme vous savez, la Guadeloupe est un petit territoire et nous avons très peu de turnover dans les entreprises. Donc quand nous avons des salariés qui rentrent dans l'entreprise, eh bien souvent ils finissent leur carrière dans l'entreprise. Donc actuellement nous avons une moyenne d'âge élevée dans le secteur industriel et nous avons un problème de renouvellement d'ici 10 à 15 ans et cela il faut le prévoir dès maintenant. Il y a donc un vrai enjeu de renouvellement des générations. Donc ouvrir les yeux sur l'effort, sur l'attractivité de notre industrie et préparer je dirais les emplois futurs qu'il nous faudra pour vraiment continuer de développer cette industrie ici en Guadeloupe. Nous en avons besoin. Mais pour le moment, ces jeunes doivent terminer leurs études. Il leur reste encore une année de formation avant d'intégrer le monde du travail. Reportage de Bénédicte Jourdier. Alors, Jocelyn Sapoty, quel est votre projet industriel pour Lamentin? Ah bon, vous avez parlé de Grosse-Montagne. Oui. Eh bien, Grosse-Montagne... Ne me dites pas que vous allez rouvrir Grosse-Montagne. Pas pour faire de la canne. Pour faire mais une pour faire industrie autre chose. Cinématographique. Pour faire une industrie cinématographique. Oui. C'est pas un serpent de mer, ce projet? Si tous les acteurs, comme nous avons commencé, qui sont des spécialistes, des professionnels dans le domaine, se mettent là-dessus pour y arriver, c'est possible. C'est possible tout simplement parce qu'au début, pour moi, c'était un rêve. Sauf quand j'ai emmené les acteurs, les professionnels qui sont dans le domaine cinématographique sur les lieux, vérifier, regarder et me dire, est-ce que vous pensez ici, on peut monter ici une industrie? Je dis bien une industrie, ce ne sont pas que des studios. Une industrie cinématographique, c'est-à-dire il y aura des studios, mais il y aura aussi de la post-production, il y aura aussi de la construction mécanique, etc., pour les films, puisque de décors, de décors, etc., des plantations de décors et tout le reste, les machineries, tout ce qu'il faut. Ils me disent, mais vous avez un lieu idéal pour le faire. Maintenant, il faut les moyens, il faut les acteurs publics derrière qui puissent suivre, notamment la région. Les services de la région, administratifs de la région qui s'occupent du cinéma sont sous le projet et trouvent que c'est un projet idéal.
Nous avons contacté des privés, notamment ceux qui sont sous Deaf in Paradise, qui sont venus et qui trouvent que c'est un projet idéal. Maintenant, il faut le mener jusqu'au bout. Mais là, ce serait excellent, effectivement. Et puis, ça sonnerait bien, effectivement, les studios de Grosse-Montagne. Donc, à part que Grosse-Montagne avait déjà été peint, on se souvient par un ancien directeur qui avait eu l'idée de peindre le site, cette politique n'a pas été poursuivie. Alors justement, l'enjeu qui était posé dans ce reportage, c'était la relève dans l'industrie. Est-ce que vous trouvez que la politique de formation qui est en cours actuellement, aujourd'hui, en Guadeloupe, permet d'arriver vraiment à relever ce défi ? Alors, tout le débat, toute la difficulté, c'est de trouver la corrélation entre l'offre et la demande. Et c'est vrai que la formation doit pouvoir coller à cela. Donc, il faut effectivement que les besoins pour les activités de demain soient couverts par les formations qu'on propose aujourd'hui à nos jeunes. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait, un travail conséquent qui a été fait par la région Guadeloupe en termes de formation et qui se poursuit, et que ce travail est bénéfique. Maintenant, ce qui m'inquiète par rapport à ce que j'ai entendu, effectivement, c'est ce fameux turnover qui n'est pas très actif, mais qui va poser problème demain dans le sens où il y aura une grosse masse d'ouvriers qui partira et un grand nombre de jeunes qu'il va falloir, bien sûr, trouver, former pour pouvoir embaucher. Donc ça va poser un problème. C'est dès maintenant qu'il faut commencer à préparer. C'est dès maintenant qu'il faut commencer. Mais moi, qui suis un élu, je vois les choses dans leur globalité. Mais aussi, ça veut dire qu'on aura beaucoup de départs à la retraite, beaucoup de troisième âge. Il va falloir aussi mettre en activité, il va falloir s'en occuper, etc. Donc ça veut dire que la Guadeloupe, là, a deux enjeux. Des jeunes qu'il va falloir former, qu'il faut former dès maintenant pour pouvoir remplacer ceux qui vont partir, et de l'activité pour ceux qui partiront à la retraite bientôt en très grand nombre. Jocelyn Sapoti est l'invité de Réponse. Vous nous donnez quelques secondes pour tourner une page couleur. On se retrouve dans un instant. Merci. Retour sur le plateau de Réponse avec notre invité Jocelyn Sapoti, maire de Lamentin et président de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt Jocelyn Sapoti vos propos de son côté et elle a pris note. Elle sera dans un instant avec nous. Je parlais de Karen Bois, mais dans l'immédiat, nous avons envoyé une équipe vous voir sur le terrain, voir ce que vous faites de vos journées. Nathalie Dinan et Moïse Dexter étaient avec vous. Voici leur reportage. Le planning de Jocelyn Sapoti est toujours serré. Entre la mairie de Lamentin et la présidence de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, sa pote, comme le surnomment ses proches, pédale à vive allure du lundi au dimanche. À Lamentin d'abord. Avant d'entamer sa visite de chantier, monsieur le maire fait le point avec ses cadres. Il vérifie son programme de la journée et signe quelques parapheurs. Entre deux, il reçoit aussi les urgences. Ensuite, départ sur un des chantiers les plus importants pour la commune, le déménagement des agents administratifs. De relier services marché public, juridique et financier. La remise de ce chantier est imminente. Il faut organiser la répartition des services qui seront transférés. J'ai trouvé le personnel travaillant dans des conditions inacceptables, inhumaines. Et dès que je suis arrivé à Lamentin, j'ai mis en œuvre un certain nombre de travaux pour loger le personnel dans de meilleures conditions. Je fais une visite de chantier, prévoyant bien sûr un transfert du personnel dans 1 mois, voire 2 mois. À quelques dizaines de mètres en voiture, l'ancien Crédit Agricole a également été transformé et réhabilité en accueil et en réception de la Caisse des écoles, des services techniques et informatiques. Petit salut personnel et direction Ravinchod, avec un arrêt sur le terrain mis à disposition du CROSS. Jocelyn Sapoti a un gros défaut, il exige de ses collaborateurs une obligation de résultat. Le projet Ravinchod, il l'a voulu. Depuis 10 ans que les Lamentinois attendaient. Quand nous sommes arrivés, il y avait 2 trous ici, et rien d'autre. Et à partir de ces 2 trous, voilà ce qu'il y a aujourd'hui en moins de 2 ans. Parce qu'en fait, il manquait les financements européens pour faire ce chantier.
Et c'est grâce à cette équipe qui a su mobiliser les fonds européens en novembre 2014 que Ravenshood a véritablement commencé. Ces 2 bassins, ce n'est que la première réalisation. Mais derrière, il y aura la mise en bouteille de l'eau de Ravenshood. Derrière, il y a aussi la 2e phase de Ravenshood où on proposera des soins de balnéothérapie. Et puis après encore, il y aura à mettre ici, bien sûr, l'hôtellerie, de la résidence, de l'animation. Et sur ces différentes phases, les équipes planchent déjà. L'ouverture est prévue pour le début des grandes vacances. Maintenant, cap sur Sainte-Rose, au siège de la communauté d'agglomération, Jocelyn Sapoti a revêtu sa chemise de président, un rôle bien défini. On doit réfléchir en pôle d'attractivité, en potentialité des parties du territoire. Et on se dit, voilà, tel territoire, telle partie du territoire a une vocation touristique, qui est touristique, balnéaire, etc., tourisme sport, tourisme santé, et là, on équipe le territoire. Mais ce n'est pas une question de commune, c'est une question du potentiel que permet le territoire. À la tête d'une agglomération, la pression est inévitable, particulièrement concernant l'eau, les déchets et les transports. Parce qu'on a un héritage qui est un héritage lourd et qu'il faut transformer. La transformation est en cours aujourd'hui pour améliorer les choses. Mais des fois, et c'est ça, quand vous transformez, il y a un peu de désordre avant d'arriver à mettre de l'ordre. Donc c'est une période qu'on est en train de gérer et nous sommes sur la fin de cette affaire-là pour arriver à une meilleure organisation. Mais pourra-t-on dépasser les clivages politiques et les attitudes puériles? Il faut penser Guadeloupe. Il ne faut pas avoir l'esprit de clocher. Si on a l'esprit de clocher, on s'enferme et on ne voit pas non plus comment intégrer le territoire dont on a la responsabilité, la gestion dans le développement de la Guadeloupe. Président du groupement d'action locale, Jocelyn Sapoti participe au financement de projets éligibles aux fonds européens réalisés sur le Nord-Basse-Terre dans le cadre du développement de l'activité en zone rurale. Dans l'ancienne programmation, plus de 90% des crédits ont été consommés. Là où le bas blesse, c'est le financement immédiat du projet. Donc c'est le rapport chef de projet, porteur de projet et banque. Nous sommes en train de mettre, le Nord-Bassin est en train de mettre un partenariat assez solide avec la CCI, voilà, avec la région, avec le conseil départemental, avec la FTPE, avec la caisse des dépôts et de consignation, pour pouvoir garantir et faciliter cette espèce de gêne que nos porteurs rencontrent par rapport au financement de leurs projets. Et pour finir, le coup de gueule d'un amoureux de la nature et un grand défenseur de l'environnement. Regardez cet outil. C'est un outil qui est ouvert du lundi au dimanche, qui est gratuit, qui est ici à Jola. Les gens donnent des coups de gueule tout le temps à la radio, mais là c'est le coup de gueule du président pour dire venez à la déchetterie au lieu de déposer vos ordures au bas-côté de la route pour faire des dépôts sauvages. La déchetterie, elle nous a coûté de l'argent pour la construire. La déchetterie, elle est ouverte. Il y a du personnel qui vous attend, du personnel qui est formé. Il y a des grands bacs là où on fait le tri sélectif. Venez à la déchetterie et arrêtez de salir la Guadeloupe. Et son coup de cœur aux parents d'élèves et à la communauté scolaire. Bonsoir, chers parents. Conditions de vie et d'apprentissage des enfants demeurent une priorité pour Monsieur le maire. Reportage d'ATV Guadeloupe de Nathalie Zinan et de Moïse Dexter. Alors, Jocelyn Sapoti, on vous a vu un homme très actif. Oui. Un homme très actif. Oui, depuis tantôt d'ailleurs. Je n'ai pas attendu d'être en politique pour l'être. J'ai toujours été quelqu'un de très impliqué dans la cité. Avant, étudiant, je l'étais déjà, président d'association d'étudiants, syndicaliste, après investi dans le monde économique, j'ai monté des entreprises, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait de la production musicale, j'étais musicien moi-même. Vous êtes toujours musicien? Je suis toujours musicien. Oui, oui. Toujours? Non, mais c'est-à-dire que je ne fais plus la scène comme avant, mais toujours musicien. Je pratique aussi le sport. Voilà. Alors, sur la gestion de l'eau, venons-en à cette
problématique qui est importante pour la Guadeloupe aujourd'hui. Lamentin a une sorte de délégation de service public confiée au SIAG. Comment ça fonctionne? Alors, délégation de service public, pas confiée au SIAG, mais à la Générale des Eaux. À la Générale des Eaux, pardon. À la Générale des Eaux. Nous ne sommes pas membres du SIAG, avec une évolution, bien sûr, c'est que la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre, depuis janvier 2016, a la compétence. Donc, la compétence eau, aujourd'hui, c'est la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre qui l'a, mais avec des modes de gestion effectivement diversifiés au sein de cette communauté d'agglomération pour Lamentin. Alors honnêtement, vous ne pensez pas qu'il y a trop de structures? C'est aussi ça le problème, et que la région et les départements en ce moment essayent de mettre leurs forces pour trouver un accord pour une structure commune. Est-ce que vous êtes favorable à cette structure commune? Oui, nous sommes favorables à une structure commune, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il faut tirer bilan de ce qui s'est passé depuis tantôt, et il faut se rendre compte qu'il y a des freins. Et à mon avis, nous avons eu une belle réunion hier soir des élus de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre, où nous avons analysé la situation, et nous remarquons qu'il y a deux freins. Premier frein, effectivement, c'est le SIAG, puisque beaucoup de réticences viennent du fait qu'il va falloir absorber le passif du SIAG. Donc il faut en tenir compte. Deuxième frein, c'est qu'on met en avant la production, et alors que le problème n'est pas sur la production. Le problème est sur la distribution et non pas sur la production. Ce sont les réseaux aujourd'hui qu'il faut refaire. Ce sont les réseaux aujourd'hui... Mais ça, tout le monde le sait. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour refaire justement, les réseaux? Il y a de l'investissement à faire, il y a une programmation d'investissement à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi terminer. C'est que la solution qu'on propose aujourd'hui, effectivement, ne prend pas en compte l'élément essentiel. Trouver l'outil qui permettrait à tout Guadeloupéen d'avoir l'eau à son robinet à un prix qui serait un prix acceptable, qui serait aussi une eau de qualité et qui serait régulier. Comment le faire? Eh bien, nous proposons effectivement, de notre côté, que la distribution, qui est aujourd'hui l'élément essentiel, soit effectivement dans une structure commune. Et que ce qui pose problème, qui est la production peut être organisée différemment. Chacun peut avoir son unité de production ou autre, où les unités de production peuvent être là où elles sont. Ce qui est important, c'est qu'on puisse organiser la distribution et qu'effectivement, qu'on ait une unité et qu'on ait une structure commune qui permette effectivement d'organiser cette distribution. Il y a plusieurs possibilités. On parle de syndicats, on parle d'établissements publics, on parle aussi d'SPL. La SPL, c'est quoi? Eh bien, c'est une société publique locale. Eh bien, mais pourquoi pas? Et je pense, et nous pensons... Vous pensez que Mme Michaud-Chevry a raison de faire de la résistance? Je pense qu'aujourd'hui, il faut tenir compte. Est-ce que le Sud-Basse-Terre, Mme Michaud-Chevry, a raison je de faire de la résistance? Je ne peux pas rentrer dans le débat puisqu'il y a un autre problème qui se pose. Non, un autre problème qui se pose dans la résistance. Ça concerne la Guadeloupe entière. Vous êtes président de communauté d'agglomération. Vous pouvez avoir un avis sur ce qui se passe dans votre pays? Je vous explique. La résistance de Mme Michaud-Chevry est par rapport à Belocado et par rapport au SIAG. C'est une autre problématique qui, à mon avis, ça peut-être va se régler devant les tribunaux. Mais quant à savoir comment mettre en place une structure, je pense que même si nous proposons une structure qui permet effectivement de tenir compte du fait que la production c'est quelque chose, la distribution c'en est une autre, et qu'on ne mélange pas les deux, et qu'on dit on règle le problème de la distribution, à mon avis, même ceux qui font de la résistance aujourd'hui pourraient être d'accord. D'accord. Je vous ai vu piquer un coup de gueule tout à l'heure dans le reportage sur l'usage de la déchetterie. Est-ce que vous avez formé les gens? Est-ce que vous avez fait une campagne pour sensibiliser les gens à l'usage, au tri, etc. et indiquer qu'il y a une déchetterie? Alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais mes prédécesseurs l'ont fait. Oui. C'était suffisant? Je pense que là, il faut repartir, il faut recommencer. Et pas plus tard il y a quelques mois, et encore ce matin, je suis revenu là-dessus, où nous avons signé effectivement un marché avec une entreprise de communication, où nous allons reprendre cette communication. Mais il n'y a pas que la communication qu'il va falloir reprendre. Il faut une autre relation en Guadeloupe avec nos déchets. Vraisemblablement, je peux le dire, nous n'aimons pas notre pays. C'est une réalité. Quand même, on ne peut pas se permettre de jeter comme ça des choses, même quand il y a, je peux vous le dire, même quand il y a un défaut
vis-à-vis du secteur public, de collecte ou autre. Quand on est un citoyen, on se prend en charge à ce niveau-là, on ne salit pas comme ça son pays. Donc, il y a une autre relation à mettre en place, une autre façon de voir le pays et une autre façon de pouvoir gérer ses déchets. Pour l'instant, nous sommes en construction, je pouvais vous dire, d'une collecte différente de nos déchets. Et nous sommes en train de travailler dessus. Par exemple, à Bémao, ils ont mis 2 sortes de poubelles, mais ils ont sensibilisé les gens à l'usage de ces poubelles et peut-être que ça fonctionne. Dans le Nord-Bas-Terre, nous avons été les premiers à mettre 2 poubelles. La poubelle pour les emballages et la poubelle pour les ordures ménagères. Ça marche plus ou moins bien. Je dis plus ou moins bien parce qu'il faut encore, comme vous le dites, porter de la communication et améliorer. Mais même dans la collecte même, il va falloir rythmer différemment la collecte pour pouvoir créer des automatismes chez les gens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et d'étudier. Et les nouveaux marchés qui vont sortir sur le Nord-Bas-Terre, et je dis ça, et je demande effectivement aux Nord-Bastériens d'être, je pourrais dire, un peu conciliant vis-à-vis de ça, puisqu'il faut attendre que les choses... Un petit peu de politique, Jocelyn Sapoti. Il faut attendre que les choses se mettent en place. Les choses sont en train de se mettre en place et ils auront un dispositif qui est amélioré par rapport à celui... Mais pour tout ce que vous avez annoncé, il y aura besoin d'investissement, vous aurez besoin de la région. Votre frère ennemi, on va dire, votre ennemi intime, Guy Losbach, est maintenant premier vice-président de la région. Vos relations se sont améliorées depuis? Je n'ai pas d'ennemi. Non, je dis frère ennemi. M. Losbach et moi, on était ensemble hier soir à travailler sur l'eau. Ça y est. Ça fonctionne. On s'est vu quelques semaines, 2 ou 3 semaines après son élection, où nous avons travaillé sur des dossiers stratégiques de la CNBT. Nous travaillons ensemble. Petit bourg et autour de la table à la CNBT, et nous travaillons ensemble sur tous les projets, sur tout ce qui concerne la CNBT. Il y a un moment pour la politique, et il y a un moment pour travailler. Vous solderez les comptes au moment des législatives de 2017 ? Bien, il y a un moment, comme je vous dis, pour les élections. Donc certainement, prochaines élections, nous ne serons pas peut-être ensemble. J'en sais rien d'ailleurs. Je ne suis pas candidat. Aux législatives ? Non, je ne suis pas candidat. J'ai suffisamment aujourd'hui à faire. Et j'ai promis à ma population un certain nombre de réalisations sur le Nord-Bas-Terre et sur Lamentin. Je m'y tiens et je vais jusqu'au bout. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt Jocelyn Sapoti vos propos. De son côté, elle a pris des notes et sur son désormais fameux petit carnet et s'apprête à vous demander un surcroît d'explications. J'appelle Karen Brun. Où est-il le petit carnet, Karen? Je l'ai oublié ce soir. Vous avez quand même pris note. Voilà, exactement. Bonsoir Jocelyn Sapoti. Bonsoir. Alors on a beaucoup parlé du Lamentin, mais pas des Lamentins dans cette émission. Il y a 1 an à peu près, le centre de Blachon s'apprêtait à accueillir 5 Lamentins du Brésil dans le cadre du projet de réintroduction de l'espèce en Guadeloupe. Alors malgré des centaines de milliers d'euros investis, aujourd'hui on a un centre, du personnel, mais pas de Lamentins. C'est pas un peu beaucoup d'argent public gaspillé? Alors bon, premièrement, je vais vous dire, ce n'est pas un projet de la commune de Lamentin. Ce n'est pas un projet de Jocelyn Sapoti non plus. Je suis arrivé et j'ai trouvé ce projet-là, qui est un projet mené par le Parc national. Vous le soutenez, ce projet? Oui, je le soutiens. Je le soutiens parce que, premièrement, le Lamentin, c'est un marqueur écologique. On installe le Lamentin quelque part, c'est important parce que c'est un signe fort. Et comme je dis, c'est un marqueur écologique, donc c'est la preuve que si ces mammifères sont installés là et arrivent à vivre et à survivre. Et à se reproduire. Et se reproduire, c'est que les efforts ont fait en matière d'écosystème, etc. Mais est-ce qu'on peut espérer un jour en avoir des Lamentins? Alors, le Parc national continue à travailler dessus. C'est notre partenaire, enfin nous sommes plutôt nous partenaires du Parc national parce que la maîtrise d'ouvrage c'est le Parc national. Nous soutenons effectivement ce projet avec le Parc national, mais comme je vous dis, la commune de Lamentin n'est pas maître d'ouvrage, mais nous sommes concernés et même je pourrais vous dire que nous nous sentons effectivement, comment je pourrais vous dire, un peu aujourd'hui en retard par rapport à cela. Beaucoup trop tard, ils ont été pris, effectivement. Voilà. Alors, la CNBT, aujourd'hui, est partenaire du Mémorial Act. Vous êtes associé, au Mémorial dans le cadre de votre programmation culturelle pour l'année 2016. Tout à fait. Est-ce que le Mémorial Act, aujourd'hui, pour vivre et survivre, doit vivre sous perfusion des communes ou des communautés de communes?
Alors, le Memorial Act n'est pas sous perfusion de la CNBT. Je tiens à vous le dire. Hein. Nous n'avons pas financé le Memorial Act pour venir sur le territoire de la CNBT. Dans le cadre du partenariat, vous allez donner un petit coup de pouce au Memorial Act. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Ce qui est prévu, c'est que le Memorial Act aille vers nous. Ensuite, ce qui est prévu, c'est que les artistes du Nord Basse-Terre puissent aussi bénéficier de ce Memorial Act. Et là, il y aura un partenariat, effectivement, et il y aura un cofinancement, mais bien sûr qui ne sera pas un cofinancement du Nord Basse-Terre, mais un cofinancement avec plusieurs partenaires européens, etc., pour pouvoir utiliser, je pourrais dire, l'espace du Memorial Act pour promouvoir les artistes du Nord Basse-Terre. Alors vous êtes l'une des premières communautés de communes d'ailleurs à vous être affichée comme ça aux côtés du Memorial Act, en soutien du Memorial Act. Est-ce que vous l'avez fait pour faire plaisir à Victorin Lurel? Ah non, je défends le Memorial Act. Le Memorial Act, aujourd'hui, a été réalisé par Victorin Lurel, mais c'est une demande, je pourrais dire, de la Guadeloupe, malgré cette contestation, mais c'est une demande de la Guadeloupe qui date de plus de 20 ans, où on dit qu'il faut, il y a un devoir mémoriel, il y a un devoir mémoriel, pas seulement pour la Guadeloupe, pas beaucoup partout, mais en Guadeloupe, nous avons fait ce devoir mémoriel vivre. Il y a un espace, il y a un lieu, il y a une expression artistique à travers ce devoir mémoriel qui est le Memorial Act. Ce n'est pas un musée, le Memorial Act, c'est un espace qui vit. Ce n'est pas un espace qui est passif, qui est actif. Il y a des choses à faire au Memorial Act. Et j'ai eu à défendre le Memorial Act en dehors de la Guadeloupe, avant même qu'il soit réalisé. Je suis allé en dehors de la Guadeloupe présenter ce projet de Memorial Act quand j'étais au Conseil régional. J'y crois, moi, personnellement. Je pense que de toutes les façons, comme le symbole le présente au Memorial Act, ces racines d'argent sur la boîte noire, eh bien, nos racines doivent aller chercher dans la mémoire pour pouvoir s'élever vers la lumière. Alors on évoquait tout à l'heure, vous évoquiez avec Jacques vos relations avec Guy Lospar, et d'ailleurs vous avez pris l'habitude tous les deux de vous succéder au même poste, donc celui de premier vice-président, celui de président de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, donc vos relations, on le sait, sont électriques, et vous n'avez pas le sentiment qu'à force de jouer au chat et à la souris, vous êtes un peu devenus les Tom et Jerry au sein de la communauté clé et qu'on nage pas en pleine politique spectacle? Eh bien nous on veut éviter cela. Et je pense que M. Lospar est dans ce même fonctionnement qui est bien sûr d'éviter cela. Pourquoi? Parce que quand nous nous rencontrons, comme je l'ai dit, nous travaillons sérieusement. Et c'est vrai que pour le public, c'est bien de pouvoir monter l'un contre l'autre, de pouvoir jouer là-dessus. C'est pas toujours très constructif. Et nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Et je dis nous parce que je me permets de parler en son nom, puisque nous avons déjà débattu de cela. Le moment des élections est un moment où forcément des forces politiques s'affrontent. Et ça, c'est normal. C'est le jeu même démocratique. Et heureusement, d'ailleurs, sans quoi nous ne serions pas en démocratie. Même après les élections, parce qu'en dénonçant sa gestion, son compte administratif... Même après les élections, on peut critiquer la gestion de l'un ou l'autre. Mais on parle de gestion, on parle de système, mais les hommes n'ont pas de problème. Donc là, aujourd'hui, vous êtes disposé à enterrer définitivement la hache de guerre. Il n'y a jamais eu de guerre. En plus, ça s'est quand même retourné contre vous, puisque là, vous avez été contraint, en dénonçant son compte administratif, de faire augmenter les impôts. Alors, je n'ai pas dénoncé son compte administratif. J'ai eu une difficulté pour équilibrer le budget de 2015, tout simplement parce qu'il fallait tenir compte des restes à réaliser par rapport à un certain nombre de projets qu'il avait lancés et on n'avait pas les financements. Donc ça s'est traduit par un déséquilibre budgétaire. Et vous connaissez, c'est la loi française. Quand il y a des équilibres budgétaires, eh bien, le budget va à la Chambre régionale des comptes. Sauf pour l'État. Sauf pour l'État, évidemment. Mais la Cour des comptes s'y mêle quand même. Mais bon, va à la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes et nous sommes restés dans un désaccord. Ça, je peux le dire, parce que nous avions une proposition pour non pas retrouver l'équilibre immédiatement, mais pour diminuer le déséquilibre. Solution que la Chambre régionale des comptes n'a pas voulu adopter et a préféré proposer au préfet d'augmenter les impôts au lieu d'adopter la solution que nous proposons. Mais je suis têtu. Je reviens à la charge cette année
à part, je pourrais dire, un autre système juridique, Donc, oui, pour faire valoir la proposition que je mettais en avant, qui consiste effectivement à sortir du budget la réalisation de la déchetterie de Pointe-Noire, qui vaut plus de 2 millions d'euros et quelques. Et nous, on dit, si on sort la déchetterie de Pointe-Noire des projets à réaliser, eh bien, nous diminuons, bien sûr, d'autant le déséquilibre budgétaire et que nous ne sommes pas en obligation d'augmenter les impôts. Et ça, je pense que nous avions raison. Nous n'avons pas été suivis par la Chambre, mais nous avons Alors, une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes le dauphin de Victorin Lurel? Est-ce que dans 4 ans, vous seriez candidat à la présidence de la collectivité unique? Je vais vous répondre que j'étais à Sciences Po quand un de mes professeurs me demandait, M. Sapoti, est-ce que vous êtes un manager? Je leur ai dit, si les autres reconnaissent en moi un manager, je le suis. Merci Karen d'avoir posé toutes ces questions pertinentes. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, absolument. Mardi prochain, voilà, nous avons abordé avec Jocelyn Sapoti toute une série de questions importantes pour l'économie guadeloupéenne, la canne, la campagne sucrière qui a démarré, l'énergie avec le problème de la géothermie à Bouillotte, mais aussi vos projets énergétiques pour le Nord Basse-Terre. Et puis, à l'instant même, avec Karen Moi, l'augmentation des impôts, une situation qui crée de la contestation et de la tension. Vous êtes un adepte du web, d'Internet? Ah oui, je pense que si vous allez sur Internet et sur Facebook, je suis parmi les élus les plus actifs. D'accord. Eh bien, dans un instant, les questions web, parce que les internautes qui peuvent nous suivre d'ailleurs sur notre page Facebook et sur atv.gp, ils vous ont posé des questions et nous allons retrouver ces questions dans un instant. J'espère que vous y répondrez avec plaisir. La première question, êtes-vous sportif? Tiens, ça tombe bien, on en parlait dans les couloirs. 70 km en général, tous les dimanches, à vélo. À vélo? À vélo. Oui, donc oui. Que le vélo? Oui, que le vélo. Je pratique un sport que j'aime, parce que je dois me défouler aussi et je dois me sentir bien. Seul ou vous avez avec des amis, des fois. Des amis qui sont... Des fois seul. Les Guadeloupéens ont l'esprit de compétition. Est-ce que parfois vous mettez... Oui. Je peux vous dire que dimanche... Vous faites lâcher parfois? Dimanche, c'était très animé. Je me fais lâcher, mais je lâche aussi. Ça dépend de celui que j'ai. Des fois, je dis, véhicule lent, mettez-vous à droite, je passe. D'accord. La prochaine question, à quoi arrivez-vous en vous rasant le matin? Vous n'avez pas une longue barbe, mais bon. Oui, vous pensez à quoi? Ça ne dure pas longtemps. Mais je ne sais pas si je rêve le matin, mais quand je suis devant le miroir, je fais 2 ou 3 réunions. Oui. C'est vrai. Vous rêvez que vous êtes en réunion, carrément? Non, j'organise ma journée et des fois même mes argumentaires. D'accord. C'est très bien, vous révisez, en fait, on dit votre copie, quoi. Voilà, exactement. En vous rasant. C'est très bien. Alors, la dernière, êtes-vous coquet? Êtes-vous un homme coquet? Vous aimez vous habiller, tout ça, choisir votre parfum, un bon parfum, une belle cravate, etc. Je sais que c'est nécessaire en tout cas, surtout quand on est en politique. Et vous avez quelqu'un qui s'en occupe? Ou c'est vous-même? Non, je ne suis pas seul chez moi. Et bien sûr, nous partageons cela ensemble. On va rentrer dans votre vie privée. Les internautes aiment ça, mais nous, on va donner rendez-vous aux internautes, d'ailleurs, sur notre page Facebook et sur atv.gp. Réponse est terminée pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, avec un autre invité. Réponse, l'émission politique de la rédaction d'ATV Guadeloupe. Bonne soirée à toutes et à tous.